Bonjour à tous et à toutes Bonjour à tous. et bienvenue dans ce webinar consacré aujourd'hui au contrôle de la CNIL en 2026. La CNIL a annoncé ces dernières semaines son programme de contrôle annuel. C'est pour nous l'occasion de venir en parler plus en détail. Et pour ça, j'ai le grand plaisir de partager c'est d'échanger avec Flora Braque de la Perrière, qui est avocate chez Vigo Avocat, que je laisserai se présenter tout à l'heure, pour nous évoquer ces sujets de contrôle. Alors peut-être avant une petite introduction sur Dastra, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Dastra, donc nous sommes un logiciel éponyme donc, qui s'appelle Dastra, qui est un outil de pilotage de la conformité, en particulier sur le RGPD, mais pas que, qui va permettre donc aux différentes organisations de mettre en place l'ensemble des, des exigences qui sont requises par le RGPD, mais aussi de suivre la conformité, hein. Ça passe par le registre, ça passe par le pilotage des traitements, par les exercices des droits, les violations, les questionnaires, tout un certain nombre de modèles, de modules, de fonctionnalités qui sont toutes utiles et indispensables pour les DPO dans les organisations. Voilà, aujourd'hui on a donc une bonne présence, très bonne présence en France. On est aussi en Europe. On a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, d'organisations qui sont clientes. Et donc, nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, d'en reparler prochainement. Flora, je te laisse la parole pour te présenter et le Oui, cabinet. merci Jérôme, merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc moi, comme tu le disais, je suis avocate chez Vigo Avocat. Vigo Avocat qui est un cabinet qui est réputé aussi bien en contentieux qu'en compliance, avec une forte activité en pénal. On traite beaucoup de dossiers sensibles, de gestion de crise, de sujets complexes. Moi, j'interviens en matière de droit du numérique, IA et données personnelles, avec une compétence en pénal du numérique et donc des questions de responsabilité pénale dans l'usage notamment de l'IA, de la donnée et de la cybercriminalité. J'étais avant, j'ai été avocate, je suis avocate depuis presque 10 ans et j'ai eu aussi une expérience à la CNIL, là où j'ai rencontré donc, Jérôme. Donc j'ai accompagné pendant 5 ans au sein de la direction d'accompagnement des entreprises dans leur mise en conformité avec le RGPD. Et voilà, j'étais participante aussi, rédactrice de certains guides, de certaines lignes directrices. Merci Flora. Et donc on est partenaire d'Astra avec Vigo Avocat et Flora intervient aussi tous les 15 jours au sein de notre application pour une tribune et apporter justement de l'expertise sur les sujets qu'elle traite pour l'ensemble de nos clients. Et c'est quelque chose de très apprécié et en tout cas qui a beaucoup de valeur. Euh, et voilà. Et donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui de parler de ces contrôles de la CNIL, du régulateur des données à caractère personnel, en avril 2026. J'ai plus la date exacte, mais elle a publié son programme annuel de contrôle et les thématiques prioritaires qu'elle va aborder au cours de l'année. Alors, l'année est déjà un peu entamée, hein, vous l'avez bien vu, donc généralement l'année de contrôle de la CNIL va un peu plus au-delà du 31 décembre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois thématiques principales qui ont été évoquées, hein. On va évidemment les adresser plus en détail: l'examen des pratiques de recrutement, le répertoire électoral unique et la gestion donc des fédérations sportives. Ce sont trois thématiques évidemment importantes qui font écho aussi à de l'actualité ou des éléments que la CNIL apporté dans les dernières années, en particulier pour le recrutement ou les fédérations sportives. C'est également des sujets qui seront l'objet d'analyse et en tout cas de retour aussi dans les rapports annuels que la CNIL produit chaque année. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter le rapport annuel de l'année 2025
non pas encore sorti, qui traitera aussi de la thématique de contrôle passé et qui vient apporter un update, hein, donc une information sur finalement qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces contrôles et quelles vont être aussi les actions potentielles que la CNIL va être amenée à réaliser. Au-delà aussi de ces trois thématiques, on abordera aussi une thématique qui est plus commune à l'ensemble des CNIL européennes, donc des régulateurs européens, qui est portée au niveau du Comité européen de protection des données, qui va être notamment les droits qui sont associés aux personnes concernées par les données, qui est le droit à la transparence et donc comment l'information des personnes est-elle délivrée personnes dans le cadre des traitements des données qui les concernent. Alors, peut-être une première question, Flora, quels sont les organismes qui sont finalement le plus à risque au travers de ces trois thématiques de contrôle? Alors, je vous propose d'abord de remettre donc un petit peu les éléments dans leur contexte et de mesurer l'impact de cette annonce des thématiques prioritaires sur en fait, les organismes. La CNIL, elle détermine environ 20% des organismes qu'elle contrôle, qu'elle effectue sur une année en fonction des thématiques prioritaires de contrôle. Les contrôles qui restent, ils s'inscrivent, eux, dans un autre cadre, soit dans la continuité des mesures correctrices antérieures, soit en réaction à des plaintes, soit en réaction à l'actualité. Néanmoins, au-delà des contrôles programmés, il y a des investigations supplémentaires qui sont effectuées sur les thématiques prioritaires à la suite de plaintes, par exemple, ou de signalements ou d'actualités. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une sensibilité de la CNIL sur les thématiques prioritaires de contrôle. Au-delà des 20% des contrôles qu'elle effectue annoncés, elle garde une vigilance particulière sur ces thématiques-là. Donc, les contrôles, la CNIL en mène environ 300 par an. Sur ces 300 contrôles, il peut y en avoir un peu plus de 60 qui sont consacrés vraiment, programmés en amont sur les thématiques prioritaires de plus, et donc un peu plus, ce qui va correspondre à la sensibilité particulière que garde la CNIL sur ces sujets tout au long de l'année et qui peuvent donc être initiés à la suite d'un dépôt de plainte ou d'un événement lié à l'actualité et qui va attirer l'attention de la CNIL sur un organisme en particulier. Donc, ces thématiques-là, elles visent certains organismes particuliers que sont les fédérations sportives, et j'ai vu qu'il y en avait qui sont connectés, les agences de recrutement, et donc les acteurs, enfin, les utilisateurs du répertoire électoral unique. Donc, elles sont exposées à un risque assez important, accru du coup de contrôle cette année, en 2026. Au-delà de ces organismes-là, la CNIL lance un coup d'envoi, on peut appeler ça comme ça, de contrôle sur le recrutement, donc des données qui sont collectées et utilisées à des fins de recrutement. Cela vient après une période de grâce, on va dire, puisque le guide de recrutement, qui vient justement préciser, dans lequel la CNIL précise les conditions dans lesquelles on peut collecter et utiliser des données relatives aux candidats dans des conditions conformes au RGPD, a été publié en 2023. Donc, c'est quand même passé quelques années avant qu'on mette ça sur la table des contrôles à la CNIL. Il est possible que ce sujet devienne un sujet classique de contrôle pour différentes raisons. D'abord parce que ce guide, il comprend différentes fiches pratiques très détaillées, très didactiques. Et donc, c'est un bon référentiel en interne à la CNIL pour faciliter les sanctions, parce que vous savez que quand il y a un contrôle, ce qui aide à prendre des sanctions, ce qui aide la CNIL à prendre des sanctions, c'est d'avoir une sorte de référentiel interne, parce que ça donne une sécurité juridique. Donc, quand ils ont un guide comme ça qui a été publié avec un temps de mise en conformité laissé aux organismes, il y a une grande facilité pour sanctionner ensuite les organismes contrôlés. Donc ça joue sur le fait que c'est une thématique qui peut s'inscrire après dans le cadre de contrôle au-delà même de l'année 2026. On avait Ensuite, d'ailleurs la même chose avec l'année dernière, les applications mobiles,
Il y avait Application une mobile. recommandation qui avait été publiée aussi quelques années auparavant sur les applications mobiles et notamment les questions du SDK, utilisation des données dans les applications. Et la CNIL avait aussi lancé des vagues de contrôle pour s'assurer de la vérification concrètement et puis peut-être aussi finalement de comment est-ce que cette recommandation est perçue et reçue et appliquée en réalité par les organismes concernés. Oui, et au-delà du coup de l'année 2026, les cookies, ça a été une thématique prioritaire de contrôle d'une année et on voit qu'aujourd'hui, c'est un grand sujet classique qui fait l'objet de nombreuses amendes avec des montants assez Mm. élevés. D'autant que ce guide du recrutement, il est assez, je pense, il sera potentiellement central dans le sens où il encadre l'usage de l'IA dans le cadre du recrutement et que les usages de l'IA dans le cadre du recrutement sont de plus en plus fréquents au sein des organismes. Euh, donc, il faut vraiment être vigilant sur le sujet du recrutement. Et je pense que c'est l'occasion de se mettre en conformité, que l'on soit d'ailleurs une agence de recrutement, une grande entreprise, une PME, une ETI, un grand groupe international, peu importe. Mais en tout cas, c'est un bon, c'est l'occasion en fait de commencer sa mise en conformité sur ce sujet. Mm. Et cette exposition au risque, donc finalement, c'est quoi? Donc là, on a vu un peu la portée un peu de l'annonce de contrôle par rapport à ces différentes thématiques. Comment, en fait, du coup, on peut l'appréhender derrière? Voilà, on a une thématique là qui est annoncée par la CNIL. On sait que ça représente à peu près un certain nombre de contrôles dans les contrôles de la CNIL qui sont pas non plus super nombreux. La réalité, c'est que l'on fait quand même environ 300 par an, quand bien même les moyens augmentent. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit comment on peut l'appréhender? Qu'est-ce que nous aussi, DPO, on peut aussi dire à nos organisations, à nos responsables, donc nos directions générales, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire, bah voilà, est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet qui doit être important? Qu'est-ce que ça va comment l'appréhender en fait? Alors, je pense que cette annonce, elle a toujours chaque année une portée particulière et il faut l'appréhender de façon adéquate. Elle dépasse largement la simple information institutionnelle et c'est en réalité une source très utile pour les responsables de la conformité RGPD, euh, dans le sens où ça peut, comme je le disais, être un argument pour insuffler une démarche de mise en conformité sur une thématique en particulier et aussi peut-être demander d'avoir des budgets afférents à ces sujets en particulier. Donc je pense qu'il faut saisir la balle au bon et présenter les choses telles qu'elles sont, à savoir que ces thématiques-là feront l'objet d'une vigilance renforcée dans les mois à venir et qu'il faut donc anticiper les attentes concrètes en cas de contrôle dès maintenant et que si d'aventure l'organisme n'était pas contrôlé cette année, la mise en conformité serait faite pour les années suivantes en cas de contrôle. Donc c'est en fait c'est un outil de pilotage de la conformité. Ça doit permettre de reprogrammer éventuellement les actions qui sont menées en matière de conformité en interne. Ça peut aussi être un déclencheur d'un audit spécifique sur ces thématiques en particulier, un audit rapide et, voilà, qui porte sur le traitement en particulier. Euh, et puis aussi de s'entraîner à l'exercice du contrôle, dans le sens où on peut faire des simulations en fait, de contrôle. Donc on peut demander à des prestataires de jouer le rôle de la CNIL. Et donc ça permet aussi de challenger un petit peu la façon dont on répond et on réagit à ce type de contrôle, tant d'un point de vue comportemental que de l'accès aux documents, de l'information qu'on délivre, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'on dit, etc. Donc, pour moi, c'est un outil de pilotage de conformité et c'est un argument aussi à faire valoir en interne pour insuffler les démarches de conformité sur ces sujets en particulier. Hmm. Et c'est aussi peut-être un sujet qui va attirer l'attention de toutes les parties prenantes, un peu dans le secteur de la protection des données. On peut penser évidemment aux acteurs qui vont un peu porter un sujet de manière peut-être plus institutionnelle par exemple sur le secteur du recrutement ou sur les fédérations, mais aussi peut-être aussi pour le grand public qui peut se dire bah tiens, il va y avoir des contrôles. Peut-être que je vais aussi être plus sensible
à ces secteurs-là et avoir une communication un peu plus importante sur ce sujet-là. Et donc peut-être que aussi les personnes concernées vont être plus sensibles aux pratiques qui sont mises en place dans les organisations parce qu'il y a un espèce d'effet un peu médiatique sur ces sujets-là qui peut amener des questions, des demandes d'exercice des droits, mais aussi, pourquoi pas, des plaintes sur ce sujet. Et donc, c'est aussi l'occasion pour la CNIL, peut-être aussi à la suite de ces contrôles, bien, d'aller préciser exactement des attendus précis de manière très concrète par rapport à ce qu'elle a dans ses recommandations ou par rapport au RGPD, bien évidemment, mais à la lecture de ses recommandations, de son guide sur le recrutement, par exemple, et comment est-ce que ça s'est attendu. Et le fait que finalement elle ait fait cette démarche-là, elle ait annoncé aussi une démarche de contrôle donc en 2026, quand bien même on n'aurait euh, pas été contrôlé, si en 2027, 2028 on est contrôlé et qu'on voit qu'il y a des pratiques qui datent déjà et qui remontent à 2026, la CNIL sera peut-être, enfin, va avoir un discours en disant, mais oui, mais vous savez, ce sujet des contrôles, du recrutement, c'est un sujet qui est maintenant complètement balisé depuis 2026. Et ça marque un peu une espèce de, voilà, d'effet. Maintenant, le sujet est mature, on va dire, peut-être, d'une certaine manière. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est à prendre comme ça et qui peut être un élément aussi à pousser auprès donc, des responsables de vos organisations pour justement dire, bah, maintenant, celui-là, on n'a plus le droit de ne rien faire. Donc, il y a évidemment du travail à faire quand bien même on ne se sentirait pas forcément visé par d'éventuels contrôles qui, de toute façon, je vous rappelle, sont complètement aléatoires aussi, ne l'oubliez pas. Alors, évidemment, ces contrôles, qui dit contrôle dit sanctions potentielles. Donc, c'est quoi les enjeux là? Aujourd'hui, si jamais on a un contrôle, la sanction derrière, ça peut être intéressant de le rappeler quand même. Ouais. Oui, alors les effets, ça peut être donc des effets financiers. C'est le premier effet, la première conséquence négative à laquelle on pense. Donc il y a des conséquences directes financières qui potentielles liées aux sanctions qui sont liées tout simplement aux amendes prises par la CNIL, donc jusqu'à 4% du CA annuel mondial. Il y a aussi des conséquences financières qui peuvent être liées aux potentiels recours contentieux qui sont effectués par des personnes qui sont concernées, notamment des candidats, une fois avoir pris connaissance que tel organisme avait été sanctionné sur justement la question du recrutement. Ça peut engendrer des contentieux civils derrière et donc avec des conséquences financières également. Et puis, il y a des répercussions financières indirectes qui sont, je trouve, de plus en plus importantes et croissantes, qui sont liées à l'atteinte à la réputation, qui est induite d'une sanction de la CNIL, surtout quand elle est publique. Alors, quand je dis sanction, ça peut être une mise en demeure. Même une mise en demeure publique peut avoir un impact sur la réputation d'un organisme. Et par ricochet, du coup, sur une dimension économique qui va se traduire par une perte de contrats de clients envers qui la confiance est entamée ou en désengagement de partenaires, d'actionnaires, d'investisseurs, etc. Et cette dimension réputationnelle, elle prend une dimension particulière dans le contexte actuel parce que de manière générale, la maturité des acteurs économiques et des organismes publics en matière de RGPD est croissante. Elle est aujourd'hui assez bonne puisque l'entrée en application du RGPD date de 2018. Et donc les attentes des uns envers les autres, des partenaires, des ensembles des parties prenantes, des clients, des investisseurs, etc., augmentent. On le voit par exemple dans le cadre d'appels d'offres. Quand on participe à un appel d'offres, on nous demande de justifier des actions de mise en conformité RGPD. Et moi, à qui on demande souvent de participer du coup à la sélection des candidats aux appels d'offres, on me demande d'évaluer la conformité et en tout cas les documents qui sont communiqués par les candidats. Et si un candidat n'est pas assez mature, il est écarté avant, même si la prestation de service qu'il propose a l'air meilleure que d'autres. Donc en fait, on sent en ce sens que ça prend en poids, ça peut vraiment avoir un impact sur la vie économique. Et puis ça envoie un signal négatif auprès du coup de tiers qui peut avoir des répercussions. Il faut aussi savoir que depuis 2022, le nombre de sanctions de la CNIL augmente. C'est lié à l'introduction d'une procédure de sanctions simplifiée qui, en fait, qui est une procédure de sanction plus rapide que la procédure ordinaire. Il n'y a qu'un seul président enfin, il y a un organisme, une formation restreinte qui prononce la sanction avec un seul président, donc la procédure est plus légère. Elle est plus courte aussi, et donc ça induit une augmentation du nombre de sanctions de la CNIL, même si le plafond est fixé
des amendes est fixé à 20 000, il y a quand même toujours ce dommage réputationnel. Mmh. Voilà pour les enjeux Ouais. Sachant qui... qu'il y a des projets aussi un peu d'augmenter ce plafond aussi, Oui, et c'est des choses qui vont aller dans ce sens-là, hein. L'avenir aujourd'hui va de toute façon dans un avenir où la maîtrise de la donnée est indispensable pour la vie économique, pour la vie dans notre société, et donc il faut être de plus en plus euh, alerte sur ce sujet et pouvoir justifier de bonnes pratiques en matière de protection des données et de conformité. Donc ça, c'est essentiel. Mm. Alors, merci. Alors, et si on devait un peu maintenant aborder un peu les sujets, ces thématiques, une des premières thématiques qu'on a évidemment, et c'est, je pense, volontaire de la CNIL à chaque fois d'avoir dans ces thématiques de contrôle une thématique assez transversale qui va s'adresser un peu à tout type de secteur, hein, de pas forcément figer un secteur particulier, mais d'avoir une thématique transversale, c'est le recrutement. Le recrutement, globalement, tout le monde est concerné par le recrutement dans les activités professionnelles. Donc, généralement, on va avoir ce sujet à traiter. Qu'est-ce que on peut retenir comme point de vigilance sur le recrutement dans les organisations, au regard justement, de ce que la CNIL a déjà publié, éventuellement ce qu'elle a déjà annoncé, ce qu'elle a déjà fait, et puis au regard aussi de l'évolution des technologies aujourd'hui, de plus en plus importantes. On voit bien qu'il y a des enjeux importants avec l'IA, etc. Euh, voilà. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on doit un peu, sur quoi on doit faire attention aujourd'hui sur le recrutement? alors, donc, il y a donc une partie des contrôles qui sera consacrée à vérifier la conformité des pratiques de collecte et d'utilisation de données de candidats. Et la CNIL va regarder donc la conformité avec le guide du recrutement qui a été publié donc en 2023 et aussi l'ensemble de la doctrine de la CNIL. Pas seulement du coup le guide du recrutement, mais l'ensemble de la doctrine de la CNIL qui est accessible notamment en ligne sur le site de la CNIL. Euh, donc l'autorité, elle a précisé, enfin la CNIL a précisé que du coup, ça serait en priorité les agences de recrutement et les grandes entreprises qui seraient ciblées. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, potentiellement, ça va devenir un sujet classique de contrôle. Et donc, de toute façon, quelle que soit la taille de l'entreprise, celle-ci est amenée à être contrôlée, compte tenu aussi du fait que cette année, la CNIL sera vigilante sur ce sujet. Donc, si elle reçoit une plainte ce qui concerne une PME sur le recrutement, il y a des fortes chances pour qu'elle la traite en priorité aussi. Donc, alors, ce guide du recrutement, puisque c'est là où se trouve quand même beaucoup d'éléments de conformité, il est composé de différentes fiches thématiques qui sont très didactiques, très précises, très détaillées. C'est pour ça que je vous dis que probablement ce sera un sujet classique parce qu'ils sont allés loin dans la doctrine. Donc, qui couvrent différents domaines, notamment c'est des sujets certainement des questions que vous vous êtes posées. Est-ce que je peux avoir recours à des logiciels de classement et d'évaluation de CV reçus si j'en reçois beaucoup? Est-ce que je peux collecter le casier judiciaire des candidats? Est-ce que je peux utiliser de la vidéo qui analyse des émotions? Voilà, donc il y a plein en fait de fiches différentes qui répondent à des questions tout à fait pertinentes, je trouve, au regard de la pratique, et aussi classiques. Donc qui est responsable de traitement, qui est sous-traitant, quelle base légale? Donc ça, c'est des questions plus théoriques. Donc là, donc la CNIL, elle a précisé que les contrôles porteront sur trois thématiques, notamment trois thématiques, enfin en tout cas elle mentionne trois thématiques en particulier, qui sont les systèmes de prise de décision automatisés, à savoir l'IA, l'utilisation de l'IA, l'information délivrée aux candidats et les durées de conservation. Alors, le droit à l'information, pourquoi le droit à l'information? Tout simplement parce que informer, vérifier que l'obligation d'information est respectée est important, parce que ce qui permet au candidat de maîtriser ses données, c'est-à-dire qu'il va pouvoir savoir exactement comment il est évalué et potentiellement aussi derrière activer d'autres droits, que sont notamment le droit d'accès, par exemple, aux raisons pour lesquelles la candidature a été refusée. Donc c'est certainement pour ça que le droit à l'information sera contrôlé en particulier, parce que c'est ce qui permet une certaine transparence et une maîtrise des données des candidats sur leurs données.
Donc là, voilà, il y a des règles qui sont très claires. Donc en cas de, notamment en point de vigilance, c'est qu'en cas de collecte, ce qu'on appelle indirecte de données, par exemple, si le recruteur contacte une référence, quelqu'un qui est un ancien employeur du candidat, donc ce qu'on appelle une collecte indirecte, ou s'il va collecter des données sur les en réseau social professionnel, par exemple LinkedIn, il doit en informer le candidat. Il doit le faire possiblement dans un délai d'un mois à compter de la collecte. Mais voilà, ça sera vérifié. Donc, premier point, donc l'information. Le deuxième point, les durées de conservation. Là, les fiches, pareil, sont, enfin, je trouve, très claires. Donc, les données que vous collectez dans le cadre du recrutement, elles peuvent être conservées en base active le temps de la période du recrutement. Après, il y a des sous-règles, mais bon, ça, c'est la grande règle. Et ensuite, à des fins de gestion de contentieux potentiels, il arrive que des candidats suspectent une discrimination et dans ce cas, ils reviennent vers vous pour pour connaître les raisons pour lesquelles ils ont été refusés. Il faut que vous soyez en mesure de vous défendre et donc vous pouvez conserver ces données en base intermédiaire, pas base active, le temps de la prescription civile ou pénale si on invoque un fondement pénal. Donc voilà, les grandes lignes pour les durées de conservation. Et l'IA, ça évidemment, c'est un point de vigilance important, l'utilisation de l'IA. Et notamment, il y a une fiche qui concerne ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les logiciels de tri, de classement ou d'évaluation des candidats qui donnent lieu à des prises de décision automatisées, c'est-à-dire ce sont des logiciels qui comparent des candidatures entre elles sur la base d'informations qu'on a prédéterminées, par exemple dans des CV, par exemple, je ne sais pas, une langue parlée ou une maîtrise des outils en particulier. Donc ces outils contiennent de l'IA, potentiellement contiennent ce qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre de leur expérience et donc ils vont avoir une certaine autonomie dans la prise de décision. Donc là, attention, là on est sur quelque chose de sensible. Ça sera contrôlé, je pense, c'est certain. Donc, il faut être vigilant sur ce sujet. Là, bon, il y a beaucoup à dire. On pourrait faire un webinaire sur le sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le RGPD qui s'applique, mais il y a aussi le règlement sur l'IA, Mm. comme vous le savez, qui entre progressivement en application depuis août 2024, qui prévoit que ces systèmes d'IA qui sont utilisés pour le recrutement et la sélection de personnes sont des systèmes d'IA à haut risque. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des incidences particulières sur la carrière, sur les moyens de subsistance des personnes, donc IA au risque. Donc, ouais, la réglementation est d'accord, c'est sensible. Alors, ces Ça veut obligations, dire qu'il faudrait évidemment commencer à travailler sur les notions de règlement sur l'IA, mais aussi évidemment documenter des analyses de risque, des analyses d'impact lors de l'utilisation dans des outils de ce type de système, en réalité, hein. Alors tout ça à peut fait. peut-être aussi être désactivé, peut-être, ou ça peut être, en tout cas, il y a une question effectivement de transparence et d'analyse, surtout sur ce qui est fait, notamment, et tu l'as rappelé, sur l'entraînement éventuellement des modèles. On voit aujourd'hui il y a des SaaS qui vont proposer de pouvoir entraîner les données, enfin leurs modèles sur la base des données de tous leurs clients et qui vont proposer un opt-out via un simple email. Donc, point d'attention évidemment qui doit être peut-être contractualisé, en tout cas qui doit faire partie des éléments dont on a connaissance et dont on a une maîtrise. Mm. Mm, tout à fait, ça déclenche en fait un certain nombre d'obligations. D'ailleurs, il y a des fiches pratiques IA qui ont été publiées par la CNIL qui s'appliquent aussi. Du coup, si vous faites du recrutement avec de l'IA, il faut aussi aller vérifier ce que dit la CNIL sur ce sujet. S'agissant du règlement IA, il faut savoir donc que les dispositions liées au système à haut risque que sont l'usage de l'IA à des fins de recrutement ne sont pas encore entrées en application, que ce règlement sur l'IA qui est entré en vigueur en 2024 est en fait enfin, il a fait l'objet, enfin, fait l'objet de modifications par un autre règlement qu'on appelle l'Omnibus IA qui prévoit de simplifier le règlement IA qui est entré en vigueur en 2024. Je suis désolée, c'était compliqué, mais pourquoi? Parce que certains acteurs ont considéré que c'était trop compliqué, que ça empêchait l'innovation, etc. Et donc, ce règlement sur l'omnibus IA, il se prononce sur l'entrée en application des dispositions liées au système d'IA à haut risque. Et donc, on va vers un report de l'entrée en application de ces dispositions qui était prévue
au départ au mois d'août 2026. Donc c'est en cours de discussion, mais en tout cas il y aura certainement en report, c'est en trilogue en ce moment. Donc il faut suivre les discussions européennes pour savoir à quel moment les systèmes d'IA au risque vont entrer en application. Mais de toute façon, on peut dès maintenant avoir une analyse croisée entre ces deux textes, c'est même essentiel. Il faut de toute façon avoir une AIPD, une analyse d'impact sur ces sujets qui croisent aussi les exigences du règlement IA et le RGPD. En tout cas, voilà, ce que dit le guide du recrutement de la CNIL, c'est que en principe, ces logiciels sont interdits, voilà, qu'on peut toutefois les utiliser dans des cas exceptionnels lorsqu'on reçoit un grand nombre de candidatures pour un poste. Le CEPD, donc le Comité européen pour la protection des données, précise que ça doit être un nombre exceptionnellement élevé. La question est de savoir à partir de combien de temps est-ce que je peux utiliser en sécurité mon IA. Il y a un exemple qui est cité et il fait référence à plusieurs centaines de candidatures en ligne. Et donc l'IA permet de trier les candidatures en fonction de critères très objectifs comme une langue, une maîtrise des outils, etc. Donc plusieurs centaines de candidatures. C'est assez flou, mais bon, voilà, pour le moment, on est là. Voilà ce que je peux dire sur l'IA, avec du coup voilà, cette nécessité de croiser la doctrine de la CNIL sur l'IA, sur le guide du recrutement, et donc en gardant en tête les obligations du règlement sur l'IA. Hmm. Et ouais, et c'est vrai qu'il y a l'IA, mais il y a aussi tout le reste, n'oublions pas, qui nécessite aussi d'être très important. Les durées de conservation, c'est sûr. Comment les droits s'exercent. Est-ce que vous avez au moins analysé et identifié quels sont déjà les acteurs? C'est-à-dire que dans les services RH, est-ce qu'ils utilisent des cabinets de recrutement? Sachez que quand la CNIL peut cibler certains cabinets de recrutement, souvent, la pratique, c'est aussi d'aller identifier des clients de ces cabinets de recrutement et pourquoi pas d'aller les voir. C'est aussi des choses qui sont tout à fait possibles. Donc, ne soyez pas surpris si jamais, par exemple, vous arrivez, bah, vous êtes un client d'un cabinet X ou Y, et puis on va voir comment est-ce que vous avez contractualisé avec eux, quelle est la relation que vous avez, etc. Donc, n'oubliez jamais à chaque fois que il peut toujours y avoir des incidences de ce point de vue-là qui sont très importantes. Merci pour ces points. Donc le recrutement, extrêmement important, extrêmement transversal. C'est vraiment, je pense, l'un des sujets phares de cette thématique. Voilà. Ensuite, deux autres sujets peut-être plus ciblés. Là, vraiment, peut-être un peu plus niche, entre guillemets, mais peut-être qui font écho a donc différentes actualités, en tout cas des besoins. La CNIL ne sort pas ces thématiques de contrôle comme ça de son chapeau. Elle les justifie. Et donc on a notamment l'utilisation du répertoire électoral unique, donc ce fichier qui est accessible par de nombreuses institutions. On imagine bien l'enjeu aujourd'hui d'avoir un contrôle sur ce type de fichier au regard des différentes élections qui sont soit passées, soit à venir, et donc de l'utilisation et aussi de la manipulation potentielle, de la mauvaise utilisation de ce fichier. Oui, donc ce fichier, en fait, il centralise les données des électeurs français. Il est sensible, évidemment, puisqu'il permet la gestion notamment des listes électorales et des procurations, l'envoi de la propagande électorale, etc. Ce qu'il faut retenir sur ce sujet qui est très niche, comme tu l'as dit, c'est que ces contrôles concerneront en particulier les acteurs qui disposent d'un accès à ce fichier. Et donc, dans le cadre de leur mission, donc, ce sont notamment les communes, les mairies, les préfectures, les sous-préfectures ou les services de l'État chargés de l'organisation des élections. Donc là, si vous êtes dans ces acteurs, vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment se mettre en conformité avec la doctrine de la CNIL parce que vous êtes pour le coup très exposé à un risque de contrôle. Et voilà simplement pour le répertoire Ouais. électoral unique. Il y a Et les ça, c'est fédérations très aussi important sur sportives l'accès, hein, notamment qui a accès à ces fichiers-là. et Et quelle un point de utilisation. vigilance souvent que la CNIL va vérifier, essentiellement, c'est de savoir, mais ces données-là, est-ce qu'elles sont bien utilisées aux fins qui sont prévues
par les dispositions, par les textes. Et souvent, c'est là le point un peu d'achoppement. C'est très bien, mais pourquoi telle personne y a accès? Et potentiellement, est-ce que ces données-là ne vont pas être récupérées par des acteurs ou par des partis politiques ou tout simplement ne pas être suffisamment sécurisées et qui pourraient avoir un impact derrière? Sur eh bien de la réutilisation, un mauvais escient, de la manipulation des orientations politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un sujet banal, enfin, ce n'est pas du tout un sujet qui est pris à la légère de la manipulation des orientations politiques, etc., au vu déjà des expériences passées. Donc, évidemment, ce sujet-là fait l'objet d'un point d'attention important et ces données-là sont très précieuses, il y a un sujet, que vous soyez DPO externe pour des collectivités, que vous soyez DPO de collectivité, que vous soyez dans les institutions de l'État, véritablement là, c'est vraiment le moment où il faut maintenant faire un audit 360, comme on dit, en tout cas d'aller faire tout le parcours d'utilisation de ces fichiers ne pas être euh, léger sur ce point. Mm. Ensuite, après le répertoire électoral unique, on a un troisième point qui a été euh, souligné par la CNIL dans ces thématiques, c'est les fédérations sportives. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? C'est quoi le point de vigilance? D'ailleurs, peut-être pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on adresse ce point des fédérations sportives? Alors j'imagine que c'est lié aux cyberattaques multiples qu'ont vécu certaines fédérations, malheureusement. Euh, donc c'est potentiellement une des raisons. Mais c'est aussi toujours parce qu'il y a différents outils pédagogiques qui sont mis à disposition par la CNIL sur son site. Et donc il y a une doctrine qui est assez importante sur ce sujet, qui lui permet de contrôler ces acteurs. Alors il y aura un point de vigilance sur la pertinence des données collectées. Je pense notamment à ce qui est cité aux données de santé, les données liées à la commission d'infraction pénale, les données concernant les mineurs. Également, la CNIL mentionne qu'il y aura un point de vigilance sur les durées de conservation. C'est toujours des sujets classiques, mais voilà. Et les mesures de sécurité, et donc certainement en lien avec ces cyberattaques. Donc là, le périmètre de contrôle, il est assez large puisque c'est fédérations sportives, c'est des organismes nommés. Donc ça concerne les 120 fédérations nationales, mais aussi potentiellement les ligues régionales, les comités départementaux, les clubs affiliés, etc. Étant précisé qu'il peut y avoir un événement en cascade qui est que la CNIL peut se présenter au sein d'une fédération nationale si elle voit qu'il y a des manquements importants en matière de conformité. Elle peut aussi être tentée de vérifier l'ensemble du réseau de la fédération à différents niveaux géographiques. Pourquoi? Parce que s'il y a un manquement au niveau de la fédération, il peut y avoir structurellement ça peut aussi toucher en fait tous les différents niveaux géographiques de son réseau. On tire la pelote de laine, hein, ça Ouais, c'est assez classique, hein, ouais. exactement. Donc ces fédérations sportives, elles doivent faire donc effectivement attention parce qu'elles sont exposées et donc elles doivent réfléchir à l'échelle nationale, mais aussi de manière plus globale en fait, au niveau aussi régional. Et tenter le mieux c'est de faire un audit de toute façon, mais et voilà, vraiment réfléchir à une gouvernance à une échelle géographique qui dépasse en fait le registre national. Donc les fédérations sportives aussi un sujet important, puis surtout qui concerne énormément de personnes, hein. Là très très grand public pour le coup, et puis aussi ces personnes vulnérables, beaucoup de mineurs notamment. Il y a un enjeu évidemment important à tous les niveaux. Euh, Tous ces secteurs-là, il y a un point commun, et c'est quelque chose là. Comment est-ce que la CNIL va aussi aborder un peu ce respect du droit à l'information? Et donc, c'est quoi ici, finalement, le point de vigilance qu'on peut avoir? Peut-être par rapport à cette thématique-là, alors qui est une thématique, on le rappelle, européenne, c'est-à-dire coordonnée.
hein, dans le cadre d'une action coordonnée par toutes les CNIL de l'Europe, de l'Union européenne. C'est quoi l'enjeu? Et puis finalement, comment est-ce que ça peut donc être mis en avant et c'est quoi la pratique qu'il faut retenir? Alors, il faut saisir cette opportunité, je pense, en interne pour revoir un petit peu les différentes mentions d'information que l'on propose, que ce soit aux salariés, ou aux clients, ou n'importe quelle partie prenante avec des personnes avec qui vous travaillez. Donc, les politiques de confidentialité en ligne, les mentions, les bandeaux cookies, les mentions d'information que vous présentez aux salariés. Pourquoi? Parce que si jamais, effectivement, comme je le disais au départ, si une plainte porte sur si la CNIL reçoit une plainte qui porte sur ce sujet en particulier, elle aura une vigilance particulière et peut-être qu'elle sera plus encline à aller contrôler l'organisme concerné parce que ça entre dans le cadre d'une thématique en plus européenne dont la CNIL est coordinatrice au niveau européen de différents contrôles menés au sein de l'Europe qui ont pour objet un peu d'évaluer le niveau de conformité global des différents organismes au sein de l'Europe. Ça va donner lieu à un rapport et puis à des recommandations. Donc voilà, c'est vraiment, alors là c'est un sujet extrêmement transversal qui concerne toutes les entreprises de toute façon. Mais voilà, c'est l'occasion, comme je vous le disais, d'insuffler, en fait, de déclencher, d'initier un peu une vérification globale de la conformité de ces mentions d'information sur tout support et envers toute personne concernée. Et, et pourquoi pas des techniques un peu innovantes d'information pour des publics particuliers, que ce soit les mineurs, mais aussi comment est-ce qu'on va informer dans le cadre peut-être de l'IA, comment on peut informer voilà, selon évidemment la qualité et le contexte dans lequel le public reçoit l'information. Donc ça, c'est plein de points aussi importants. Ça veut dire qu'il faut en interne aussi se dire, bah tiens, est-ce que surtout j'ai une information qui est présente sur l'ensemble des traitements qui sont mis en place dans mon organisation. Donc, ces quatre sujets, évidemment, très importants, qui vont susciter potentiellement un contrôle. Alors, ça veut dire que comment on peut faire aujourd'hui pour anticiper justement cet éventuel contrôle qui pourrait nous arriver? Donc, on l'a dit, hein, de manière soit directe, soit de manière assez incidente là-dessus. Mais ça peut être aussi, au-delà du contrôle, aussi une réaction à une plainte, à un courrier, tout simplement de la CNIL auquel il faut évidemment être extrêmement vigilant dans le cadre de sa réponse et qui nécessite forcément eh bien, de savoir exactement comment ça se passe chez soi. Euh, oui, tout à fait. Alors, quelles recommandations maintenant pour anticiper un éventuel contrôle en 2026 ou sur les années suivantes sur l'ensemble des sujets que l'on a évoqués? Le mieux, c'est de faire, en pratique, c'est de faire ce qu'on appelle des audits ciblés et voire flash quand c'est urgent, et donc qui viennent en fait mesurer le niveau de conformité des pratiques, par exemple en matière de recrutement d'un organisme. Euh, et donc, de manière très pragmatique et concrète, relever donc les pratiques non conformes, évaluer le niveau de criticité de la pratique de la non-conformité. Par exemple, si on est sur un sujet d'IA, de non-conformité d'IA, le niveau de criticité sera fort, avec des recommandations pratiques pour se mettre en conformité et un niveau de priorisation. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui est le plus efficace ensuite pour activer en interne les différentes actions à mener. C'est aussi un outil que l'on peut, enfin, ce rapport en fait d'audit, c'est quelque chose que l'on peut présenter à la CNIL, même si c'est en cours, c'est pas grave. C'est-à-dire que même si ça n'est pas terminé, le fait que s'il y a eu un début de démarche de conformité sur ce sujet montre déjà que vous êtes que vous êtes dans une dynamique de conformité. Et donc, comme en matière pénale, ça peut jouer sur, en fait, après la modulation d'une éventuelle sanction. Donc, même si vous pensez être, si vous êtes une fédération nationale et que vous n'avez pas commencé, vous n'êtes pas conforme, ne vous dites pas que c'est trop tard. C'est l'inverse. C'est-à-dire que non, justement, il faut le faire maintenant. Euh, Ensuite, deuxième recommandation qui peut être très utile d'expérience, c'est de formaliser une procédure à suivre en cas de contrôle. Euh,
Ce qui est très utile, c'est d'avoir, avant que la CNIL se présente, alors ça peut, nous on le propose sous forme de fiches qui sont distribuées aux différents acteurs de l'organisme, adaptées en fonction des personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans le cadre du contrôle, en énonçant très clairement le rôle de chacun. Depuis la personne qui les reçoit à l'accueil, parce qu'il y a un comportement adéquat à adapter, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire, jusqu'au DPO qui doit faire des vérifications sur des documents, relire le PV à la fin, ou alors le DSI, le RSSI, la juriste en protection des données, toute personne qui va intervenir pendant le contrôle. Elle doit pouvoir, si la CNIL se présente, prendre sa fiche, la lire, savoir ce qu'elle a à faire. Ça, c'est très utile. Vraiment, on le voit en pratique quand ça existe, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et aussi, ce qui est encore mieux, parce que c'est aussi stressant, les contrôles, c'est toi, Jérôme, qui en a mené un certain nombre, c'est pour les professionnels qui reçoivent la CNIL, c'est des preuves, on parle de ça, ce n'est pas un moment agréable à passer. Il y a des enjeux aussi plus personnels, c'est-à-dire que pour le professionnel et pour le DPO, et même pour tous les professionnels, il y a des enjeux en matière de trajectoire professionnelle en interne. Donc, l'idéal pour canaliser ce stress, c'est d'abord faire un petit exercice de simulation en amont, juste une fois ou deux, où voilà, des personnes, comme je le disais tout à l'heure, jouent le rôle de la CNIL, voilà, on fait des entretiens, on demande des documents, les documents qui sont classiquement demandés, à savoir le registre de traitement, les AIPD, le registre de violation de données, etc. Ça permet aussi de voir si l'organisme a les documents à disposition, parce que s'il faut chercher pendant 3 heures, c'est sûr que ça ne donne pas une très bonne impression. Si les personnes s'accordent sur ce qui est dit, il peut y avoir parfois des contradictions dans ce que les personnes donnent comme information, ce qui peut aussi jouer en défaveur de l'organisme. Donc, c'est un ensemble de choses qui permet d'évaluer de manière comportementale, documentaire, voilà, sur tous les aspects, de tester vraiment le- la réaction d'un organisme et d'ajuster après derrière cet exercice et de vivre aussi ce moment plus sereinement. Ouais, c'est vraiment Euh, une préparation hyper intéressante, hein. Parfois, le contrôle, ça peut être vécu un peu comme un peu un mini traumatisme, hein, pour des personnes. Et, ouais. enfin, déjà vu, hein. Donc, ça peut être un exercice utile si on sait qu'on a des enjeux importants forts. Voilà, de se dire, bah, tiens, on peut se préparer donc à ça. Bah, voilà, différents moyens de se préparer, que ce soit des audits, déjà formaliser des process, ça c'est vraiment essentiel. Et donc, surtout, ne pas oublier ce que la CNIL va chercher. La CNIL va chercher des preuves. Donc, il faut que vous soyez toujours, vous, ayez en tête, c'est quoi les preuves que moi je peux amener? Où sont les contrats? Quels sont les acteurs? Est-ce que j'ai un registre? Est-ce que j'ai fait des analyses d'impact éventuellement? Est-ce que je peux justifier de mesures de sensibilisation? Est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour justifier d'un process sur l'exercice des droits des personnes? Comment je les pilote? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai un registre des demandes qui sont arrivées? Est-ce que j'y ai bien répondu? Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment ça que la CNIL cherche, à savoir c'est quoi ce que vous mettez en place en interne pour répondre aux enjeux et aux exigences de la protection des règles de protection des données. Donc, bien sûr, pour ça, pour être bien prêt, de toute façon, il faut surtout savoir où aller chercher les infos et que les infos existent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout l'objet bah, nous, de ce qu'on propose aussi chez Destra, y compris d'avoir des modèles de procédures, etc., des modèles d'éléments, mais aussi d'avoir des accompagnements chez vous pour pouvoir être très serein, très à l'aise. Alors, je vois le temps passe. On a juste avant un petit temps de questions-réponses. Finalement, comment on peut anticiper un peu justement pour maîtriser ce risque aujourd'hui? Je pense que c'est complètement, en tout cas en partie, ce que je viens d'énoncer. Compte tenu du fait donc qu'il y a une activité répressive de la CNIL qui augmente dans le sens où les sanctions, le nombre de sanctions, pas forcément le montant des amendes, mais le nombre de sanctions augmente parce qu'on voit qu'en fait
le montant des amendes selon les années est très variable et que ça peut être très haut, mais ça peut aussi redescendre. Donc on a une incertitude chaque année là-dessus. Compte tenu aussi du fait qu'il y a des enjeux financiers, surtout et réputationnels, qui créent par ricochet des enjeux financiers et juridiques aussi, évidemment, en hausse, qui sont liés au fait que les acteurs économiques et publics sont globalement beaucoup plus matures sur ce sujet qu'il y a quelques années. Les attentes sont plus importantes les uns envers les autres, donc les prestataires envers, enfin les clients envers leurs prestataires, les consommateurs envers les entreprises, et même la CNIL en fait vis-à-vis des personnes qui sont contrôlées. Donc ces enjeux juridiques, ils sont en hausse, donc il faut avoir une mise en conformité un peu proactive aujourd'hui. Et comme je le disais, ne pas se dire c'est trop tard. Non, c'est une obligation compte tenu du contexte et des thématiques prioritaires de le faire. Et si jamais vous êtes en cours au moment où, si vos actions sont en cours au moment où vous recevez la CNIL pour un contrôle, ça jouera forcément en votre faveur parce que ça montre une dynamique, ça montre quand même une volonté de le faire. Ça sera pris en compte nécessairement après dans l'instruction du dossier. Mm. Voilà, on a donc un peu balayé ce sujet, vous avez vu, extrêmement important, extrêmement utile, qui vous permet aussi, et ça c'est vraiment, je pense aussi très important, de saisir un peu donc les différentes parties prenantes dans nos organisations, nos responsables, pour aussi mettre en avant un peu des sujets de protection des données. Souvent, on a un peu, on manque de moyens ou on manque d'occasion. C'est vraiment aussi une belle occasion de pouvoir porter ce sujet en interne et donc de valoriser aussi tout l'exercice, tout le travail que l'on fait quand on est DPO ou quand on est dans les professionnels de la protection des données au sein de nos organisations. Donc vraiment, saisissez cette thématique de contrôle, ces thématiques-là, quand bien même vous vous sentez pas directement concerné, c'est vraiment toujours un bon point d'alerte. Qui parle toujours, les contrôles, ça fait toujours un peu peur, et donc c'est toujours quelque chose sur lequel on a un peu plus d'écoute, donc qui peut être vraiment utile pour aussi promouvoir vos actions et donc aider finalement à répondre à vos questionnements. Je propose qu'on passe à un petit temps de questions-réponses si vous voulez bien. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans la partie conversation ou questions-réponses directement sur le chat. Donc je vois qu'on a une première question, peut-être la plus spécifique pour la thématique sur les, les fédérations sportives, notamment pour les collectivités qui, eh bien, est-ce qu'elles sont concernées finalement sur le sujet des fédérations sportives, au regard des liens qu'elles peuvent avoir avec les comités départementaux, nationaux, régionaux, les clubs locaux, dans le sport. Et c'est vrai, souvent, les villes sont elles-mêmes, par exemple, propriétaires des locaux, donc qui vont être là où vont être hébergés des clubs sportifs ou des fédérations, et vont avoir aussi parfois même de la gestion, en tout cas des interactions avec les différentes fédérations. Euh, Est-ce que là-dessus, elles peuvent être à peu près concernées? Moi, ma réponse globalement est que potentiellement, en fonction de l'accès auquel vous pourriez avoir, c'est surtout si jamais vous avez une certaine part de responsabilité dans les traitements qui sont mis en œuvre bah, Oui. sur les adhérents, par exemple, ou sur, je sais pas, les mesures éventuellement de sécurité, d'accès, par exemple, à des locaux sportifs, tout simplement. Admettons que vous ayez le contrôle des badges, nominatif de chacun des adhérents, donc à un club sportif. Et ben, vous pourriez potentiellement être dans le secteur, dans le scope du contrôle, parce que bah, potentiellement vous avez une transmission de données de la part de la fédération pour gérer ça. Je sais pas si tu Oui, as quelque chose que tu oui, ajouterais c'est ça, ça dépend là-dessus. complètement du rôle que joue la ville, mais si elle est responsable, par exemple, conjoint Mm. d'une fédération sportive, toujours en formulaire d'adhésion à un club ou enfin
donc, du coup, elle est responsable des données collectées sur les sportifs amateurs, par exemple. Et dans ce cas-là, elle peut être totalement, même si peut-être l'angle du contrôle sera la fédération, par exemple, nationale, mais ça peut aussi descendre jusqu'à une fédération sportive à une échelle plus réduite, échelle géographique plus réduite. Et donc, si on voit qu'il y a un responsable conjoint qui est une ville ou une autre collectivité, potentiellement, ça peut arriver jusqu'à vous, oui, en tant que responsable, soit conjoint, soit même autonome. Parce qu'il peut arriver, comme tu le disais, qu'elle soit vraiment responsable seule, une ville, de la collecte de données relatives à des sportifs. Donc oui, je pense que c'est potentiellement, oui, ça peut vous concerner. Hmm. Ok, est-ce que d'autres questions? Si pas d'autres questions voilà, personne se manifeste. Eh ben, écoutez, moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Et puis, on va pouvoir... peut-être une autre question. Les contrôles sur le répertoire électoral unique pourront-ils être étendus par ricochet à un contrôle de l'utilisation de la liste électorale, puisque le répertoire sert à l'établir? Euh, Tu veux répondre, Jérôme? Bah, moi, oui, je pense que c'est toujours la même chose. L'incidence derrière, euh, c'est que la CNIL va venir contrôler un fichier. Généralement, elle va aussi avoir un regard forcément sur l'organisation, sur la collectivité, globalement, comment elle traite aussi d'une manière générale les données. Si elle se rend compte qu'en fait, le contrôle du répertoire électoral unique, par exemple, il n'est pas, donne que le répertoire n'est pas à jour, la qualité des données, elle n'est pas bonne, ou etc., il va chercher la source. Pourquoi? Par exemple, si le répertoire est alimenté par la liste électorale, mais du coup, comment vous gérez vos listes électorales? Vos listes électorales sont mal gérées, sont pas à jour, et résultat, sont pas sécurisés. Du coup, il y a un problème qui va avoir par incidence concerner le répertoire. Donc, forcément, la CNIL ne va pas s'arrêter, elle va pas avoir que des yeux sur un seul sujet. N'oubliez pas les pouvoirs de contrôle de la CNIL qui sont les plus étendus. Globalement, il y a extrêmement peu d'institutions qui ont autant de pouvoirs de contrôle dans une organisation. Même la police, parfois, ne peut pas faire autant, hein, donc dans ces éléments-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, la CNIL ne se limitera pas à aller voir à droite, à gauche, si jamais elle en voit que, elle en ressent le besoin, et elle sent que, évidemment, il y a un problème qui est peut-être plus structurel, ou qui est la source des données qui ne va pas, et qui est sous la responsabilité du même responsable. Donc, oui, ça peut arriver que ce soit étendu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt, je dirais, euh, lié à la pratique du contrôle qui n'est pas exclusif sur un sujet. Hein. C'est pas parce qu'on va avoir ce sujet-là précis en tête qu'on va se limiter à ça. Voilà, peut-être que le contrôle il va durer, il va être très rapide sur le répertoire et on va en profiter pour aller faire autre chose. Voilà, c'est comme le recrutement. On va peut-être pas se limiter uniquement aux pratiques de recrutement. Peut-être si jamais voilà, on s'adresse dans une entreprise à un contrôle plus global, on peut peut-être aller voir un peu plus de choses. Et puis en particulier, on va peut-être faire un focus sur le recrutement si jamais on est dessus. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête, que la CNIL peut potentiellement, eh bien, une fois qu'elle est chez vous, s'intéresser à tous les traitements de données à caractère personnel. N'hésitez pas à aller regarder les décisions de contrôle, hein, et notamment le périmètre qui globalement, porte sur tout traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'organisme. Donc, c'est pas très restrictif. Mm. Oui, tout à fait. Les thématiques prioritaires de contrôle, c'est pas du tout limitant. C'est-à-dire que c'est un angle. Mais après, la CNIL, c'est effectivement, si par ce biais, elle constate que potentiellement il y a des pratiques non conformes qui dépassent ce cadre, elle a toute liberté pour aller vérifier ces pratiques-là. Mm. C'est un peu ce qui guide aussi l'action des services de contrôle, si je ne m'abuse en général, sans être la police, mais ils recherchent en fait quand même, enfin c'est leur rôle en fait essentiellement à la CNIL, c'est de faire des contrôles et donc de relever des manquements, euh, soit pour les sanctionner, soit pour dans des cas particuliers les aider dans ce pas de conformité, mais en tout cas c'est pas limitant. Les thématiques prioritaires de Mm. contrôle, c'est pas limitant. Ok. Eh ben, écoutez, je vois l'heure qui est passée. Je propose qu'on s'arrête là. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire.
On le mettra en ligne pour ceux qui souhaiteront le revoir ou ceux qui ne l'ont pas vu ou qui voudront le transmettre. Et n'hésitez pas donc à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations, y compris Flora, et à venir donc suivre aussi ces tribunes au sein d'Astra ou la contacter directement. Et en tout cas, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire avec d'Astra. Et je vous souhaite un bon appétit à tous et à toutes. Merci beaucoup, Flora. Merci à tous. Merci Jérôme. Au revoir. Au revoir, à bientôt.